J'enlève le son du moins. Voilà, donc bienvenue à toutes les personnes qui sont pas, on va dire, familières au coaching du samedi matin. Donc, c'est un temps de transmission pour que vous puissiez eh bien, retrouver votre chemin de votre autonomie alimentaire pour vous libérer de vos symptômes, reprendre en main votre santé. Et ça peut passer que par vous, par votre compréhension, vos prises de conscience. C'est un chemin qui est magnifique, mais qui demande du temps. Et vous allez le voir avec la méthode Liponext, on vous a mis à disposition des organisations, des structures pour vous aider à faire ça. Donc, la méthode Liponext, c'est 3 piliers. Vous avez l'alimentation anti-inflammatoire qui est le pilier numéro 1. Vous avez le pilier du mouvement, du sport adapté, qui est le pilier numéro 2. Et vous avez le pilier de la gestion de vos émotions, qui est une forme de nourriture pour le corps, pour les cellules. Donc là, ce matin, on va se concentrer sur l'alimentation de guérison. Si vous êtes tombé malade, c'est qu'à un moment donné, il y a des habitudes qui se sont mises en place avec le temps et qui vous ont amené vers cette problématique-là. L'alimentation de guérison repose sur 4 piliers qui sont, vous allez voir, très simples, très basiques. Et en les mettant en synergie, c'est là que la magie opère au niveau du corps. Le premier pilier, c'est la chronobiologie alimentaire. C'est-à-dire que le corps est conçu pour digérer, assimiler les aliments en fonction de l'heure de la journée. Le matin, on ne digère pas la même chose que ce qu'on va digérer le midi, à 4 heures ou le soir. Donc, vous allez voir dans la méthode Liponext, la chronoalimentation est très présente dans nos assiettes. Les combinaisons alimentaires, c'est ni plus ni moins que de la chimie. C'est-à-dire que lorsque vous mettez ensemble, par exemple, quand vous étiez en cours de chimie au collège, 2 choses, ça fait une réaction. Les aliments, c'est pareil. En fonction de la manière dont on va les assembler dans notre corps, soit ça va produire de la santé, de l'énergie, soit ça va produire de l'inflammation et de la maladie. Donc, je vais apprendre à combiner, mais la méthodologie est déjà combinée. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. C'est déjà une compréhension par la méthode. Les aliments anti-inflammatoires. Les aliments anti-inflammatoires sont des aliments sains, bruts, qui vont aider en fait le corps à pouvoir lutter contre les radicaux libres, contre tout ce qui va nous attaquer, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Ces aliments sont très vivants, nutritifs, et ce sont, Christine va vous l'expliquer aujourd'hui, finalement, quand on les connaît et quand on les utilise au quotidien, eh bien, il se passe également dans le corps énormément de choses. La microalimentation est plutôt reliée à tout ce qui est vitamines, minéraux, nutriments dont le corps a besoin. Quand vous mangez mort, trop cuit, cramé, grillé, eh bien, le corps ne peut pas réceptionner ce dont il a besoin pour être en pleine vitalité, en pleine forme, en pleine santé. Donc, les symptômes que vous ressentez, c'est-à-dire la fatigue, l'acné, les problèmes digestifs, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez des épisodes de dépression, d'anxiété, souvent, l'inverse de l'alimentation à Liponext, c'est l'inflammation, c'est l'alimentation transformée, c'est l'alimentation industrielle. Et à un moment donné, si vous voulez changer, il faut changer vos habitudes. Donc, c'est très simple. Franchement, honnêtement, quand on le comprend et quand on a conscience de ça, vous allez choisir le bon aliment au bon moment, bien associé, et au fur et à mesure des jours qui vont passer, votre corps va vous donner de nouveaux signaux de santé, d'énergie et vraiment de bonheur intérieur. Parce que le bonheur est dans le corps, il n'est pas dans la tête. Lorsque les maladies inflammatoires s'installent avec le temps, eh bien, il va falloir un temps pour détricoter tout ce qui nous a rendus malades. Aujourd'hui, vous faites le premier pas de conscience qui est de venir ce matin avec nous pour vous mettre en action au début au niveau de votre conscience et ensuite au niveau de votre assiette. La maladie est un cadeau, c'est un indicateur, c'est une alarme. Ça fait des années que vous n'écoutez pas les alarmes, c'est pour ça que vous en êtes là où vous en êtes. Il suffit juste de reprendre le contrôle de votre vie, de votre corps, et les alertes et les alarmes vont s'arrêter. J'ai été sous alarme pendant 15 ans.
Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça faisait du bruit comme ça dans mon corps. Et je l'ai compris quand j'ai connu Christine. J'ai appliqué les conseils et les alarmes ont disparu. Vous allez le voir tout à l'heure quand, après la présentation, je vous montrerai les photos de ma transformation. Donc, on est parti pour ce coaching qui va être court, clair, précis, parce que nous allons vous transmettre les secrets d'un déjeuner anti-inflammatoire, savoureux, rassasiant, santé. Donc, c'est très important que vous soyez dans le plaisir, parce qu'on n'est pas là pour faire quelque chose de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous êtes là pour mettre en place des habitudes qui vont vous porter tout au long de votre évolution dans l'âge. Plus vous allez être dans cette conscience-là, plus vous allez vieillir dans des conditions merveilleuses. C'est pas normal d'être malade quand on est vieux. C'est parce qu'on a mis en place des habitudes en amont qui sont complètement catastrophiques. Voilà, on passe à la suivante. Donc là, ce matin, on va découper le coaching en deux. Ce matin, on va uniquement travailler sur la structuration que Christine va nous présenter. On va être basique, pratico-pratique. Comment je fais? Vous voyez, on va travailler sur le comment ce matin. Et la semaine prochaine, on va travailler sur la compréhension des enzymes, des hormones, des cycles intérieurs du corps, du microbiote, et pourquoi et comment. Bon, ça, c'est d'une richesse et d'une explication merveilleuse, sauf que d'abord, il faut comprendre la structure. Donc, c'est pour ça que tous les coachings Liponex seront toujours sous ce format-là. Un, je comprends la structure du repas, et deux, je viens faire un approfondissement dans un deuxième temps. Voilà. Et donc, on est parti sur la prochaine slide avec l'assiette des poumons. On est en automne, pour les gens qui ont beaucoup de métal dans leur thème de médecine chinoise, vous devez le sentir. Donc, en fait, aujourd'hui, vous allez avoir la compréhension de deux chemins. C'est-à-dire que le repas du midi se construit selon deux structures. La structure 1 et la structure 2. Quand vous aurez terminé le coaching ce matin, vous serez toujours dans une conscience de ce que vous devez faire dans votre assiette. Voilà. Donc, on va commencer par la structure 1, qui va être beaucoup plus, on va dire, dense, parce que ça va expliquer tous les chemins pour arriver à construire son assiette. Et ensuite, la structure 2. Pour les personnes qui sont membres de l'application, il y aura un PDF de la méthodologie qui sera mise en même temps que la vidéo dans les jours qui arrivent, d'accord? Avec la liste des aliments, avec les conseils, avec tout ce que Christine va dire à l'oral. Voilà. Donc, le but, c'est concentrez-vous sur vraiment enlever tout ce que vous croyez de votre tête et laisser l'espace pour que les nouvelles compréhensions et les nouvelles connaissances puissent rentrer. Comme si vous étiez un bébé qui vient de naître et qui apprend de nouvelles choses pour aller vers vos objectifs et votre santé. Voilà, Christine, je te passe la parole et on t'écoute avec attention pour ces merveilleux partages qui vont changer la vie de beaucoup de gens. Super. Alors, effectivement, merci beaucoup, Pauline. On a fait 2 structures de repas parce que ça permet de comprendre les combinaisons alimentaires en un clin d'œil. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Valérie et je les appelle prénoms, mais c'est pas grave. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, on attaque dans la méthodologie, uniquement la méthodologie. Je ne vous explique pas les transformations, le pourquoi sur le corps aujourd'hui. Donc, alors si, peut-être juste pour les crudités. Dans la structure 1, vous avez le choix au niveau de l'arrivée de votre repas, dans la construction de votre repas, par quelque chose qui est absolument primordial, c'est soit d'avoir une crudité, soit d'avoir un fruit cru. Pourquoi on a Normalement, c'est que crudité, aussi bien fruits que légumes. Et je parle bien de cru à mastiquer, à mâcher, à prendre le temps de dire au cerveau et de dire à nos enzymes, à notre corps, que l'on est en train de manger. Je vous explique pourquoi c'est important et vous pouvez juste noter que les crudités maximum pour votre corps à ingérer en départ de repas, c'est 200 grammes en masse de fibres crues. Votre corps
a des anticorps au quotidien, qui sont des substances produites par votre système immunitaire, tout simplement pour vous aider à se défendre contre une potentielle infection. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est produit par, ces anticorps sont produits par un certain type de globules blancs. Donc, en moyenne, vous avez à peu près entre 5 et 6 millions de globules blancs dans votre corps quand vous êtes en bonne santé, quand on est en forme, quand on est bien. Quand vous avez un petit rhume, que vous commencez à avoir une infection, que vous toussez, que vous avez le nez pris, ou que vous sentez que ça monte aux oreilles, ou que vous avez un petit peu de peine à respirer, donc un rhume, vous montez à peu près à 8-9 millions d'anticorps. Quand vous êtes grippé, c'est-à-dire que vous montez au-delà de 38 de fièvre, vous êtes couché, vous avez des courbatures, vous avez mal partout, vous avez qu'une envie, c'est de rester couché et d'attendre que ça se passe parce que le corps, il est HS, épuisé. Vous montez à peu près à 11 ou 12 millions d'anticorps. Donc ça, c'est l'état du corps en santé ou maladie. Maintenant, quand vous mangez, quand vous mettez un aliment dans votre bouche, peu importe l'heure de la journée, peu importe le moment, et vraiment quand vous portez un aliment, ça peut être un chewing-gum, ça peut être un bonbon, hein, vous voyez. Donc quand vous portez un aliment dans votre corps, il se passe des réactions chimiques. Votre corps reçoit l'information que vous êtes en train d'ingérer quelque chose. Quand vous ingérez un aliment cuit, le temps que ça fasse le trajet de la bouche à l'estomac est ultra rapide parce que le cuit est plutôt mou et plutôt il n'y a pas de mastication, etc. Donc ça part directement dans l'estomac et l'estomac n'est pas prêt. C'est pareil si vous prenez un médicament, hein. Quand vous avalez des capsules de médicaments, si ce n'est pas cru, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, voilà, ça tombe directement dans l'estomac et l'estomac se dit ou un intrus. Comment le corps réagit quand il a un intrus à l'intérieur de son corps? Il réagit en faisant monter les anticorps. Quand on ingère uniquement du cuit directement, le taux d'anticorps monte à 16 millions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que pour la grippe, vous êtes à peu près dans les 12 millions. Donc 16 millions, c'est beaucoup plus. C'est ce qui fait que quand on mange le midi un repas cuit directement, eh bien, on a un gros coup de pompe parce que nos anticorps, en fait, fabriquent, enfin, pardon, notre corps fabrique des globules blancs, fabrique des anticorps pour lutter contre cette intrusion. OK? Quand vous mangez du cru, que vous allez le mastiquer, vous allez déjà l'observer. Alors déjà, ne mangez pas devant votre PC, c'est aussi, ou devant votre téléphone. Ayez conscience de ce que vous êtes en train de manger, de ce que vous allez donner à votre corps. Vous avez d'abord la vision, ensuite vous avez le fait de croquer, de mastiquer, qui va envoyer des enzymes et qui va envoyer et au système digestif et au cerveau le fait que vous êtes en train de manger. Quand vous êtes en train de manger, eh bien, vous avalez correctement et votre corps dit « Ah, là, je reçois de la nourriture. Je suis en train de nourrir toutes mes cellules. » Quand on est en train de nourrir toutes ces cellules, le taux d'anticorps monte à peu près à 7 millions. Donc, vraiment comme quand on est en train de… En fait, on envoie de l'énergie pour pouvoir digérer. Et donc, on va mieux assimiler tout ce que l'on va mettre dans son corps. Donc ça, c'est pour les crudités et pourquoi c'est important de commencer n'importe quel repas par une crudité, que ce soit un fruit ou un légume. Donc, vous allez voir sur cette slide toutes sortes de crudités possibles. D'abord, au niveau des légumes. Donc là, si vous voulez faire la photo, vous pouvez faire la photo. Je vais pas toutes les énumérer parce que c'est énorme. Et puis, tous ceux qui seront dans l'appli, vous aurez le
le récapitulatif par PowerPoint, par PDF. Donc ça, ce sont les légumes. Ensuite, vous avez encore une deuxième page de légumes. Voilà, donc c'est absolument énorme la quantité de crues que vous pouvez consommer. En ce moment, on est dans la période des maïs, des courges, etc. Régalez-vous. Et puis, on a aussi toutes les variétés de salades qui se mangent crues. Toutes les variétés de salades que vous pouvez commencer. On a un défaut en France, on mange la salade avec le fromage après le repas. C'est pas du tout sa place. La meilleure des places, c'est vraiment en entrée, en première alimentation du corps. Et puis, vous avez tous les champignons. Vous savez qu'on est en automne. Alors, les champignons crus, vraiment crus comme ça, que vous pouvez cueillir et manger, eh bien, vous en avez quelques-uns. Ils sont étiquetés de vert. D'accord? Là, vous en avez, je crois même que Laurence, elle nous en a ramassé cette semaine. Voilà. Vous avez quelques variétés. Quand c'est rouge, c'est que soit ça doit être mariné, donc cuit avec la marinade, soit ça doit être cuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des champignons qui ont une toxine crue, parce que ce sont des épurateurs de terrain. Et donc, ce serait bête que ce soit vous qui consommiez la toxine. Mais cette toxine s'en va à la cuisson. Hop. Et on arrive maintenant aux fruits. Là, vous avez toutes les variétés de fruits. Franchement, vous pouvez vous régaler de tous les fruits que vous souhaitez pour démarrer votre repas. Vous avez une grande variété de fruits. Il y a juste une petite précision à avoir sur ceux qui sont indiqués en orange. Et si vous remarquez bien, ce sont des agrumes. Alors, je crois qu'il y a 2 pages de fruits. Je vais aller sur la deuxième page. Voilà, vous voyez, on a bien fait attention de… Ah, celle-ci, on ne l'a pas passée en orange. On a une coquille, Pauline. L'orange passe en orange. Bien sûr, c'est une agrume. OK? Et le pomelo, qui est une agrume aussi. Voilà. Et pourtant, on l'a relu, hein. Je peux vous dire qu'on a passé des heures, hein, sur le PDF. Mais voilà, c'est le petit truc. Par contre, on a bien pensé à les basculer ici. Les agrumes, vous pouvez les consommer en démarrage de repas. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il va leur falloir beaucoup plus de temps d'assimilation et de digestion. Donc, la mandarine aussi, précise Martine, Pauline, si tu veux. Qu'on a oublié de basculer en orange, apparemment. Les agrumes, si vous les consommez et que vous avez une demi-heure de latence avant de consommer votre repas, eh bien, c'est parfait. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre des trios d'agrumes en apéritif dans des petites verrines quand vous recevez, parce que le temps de prendre l'apéro, etc., et puis qu'on arrive au repas le week-end en général, ou quand on est en famille, ou quand on a du monde, eh bien, le temps d'assimilation de l'agrume est tout à fait réalisé. Il y a la demi-heure qui est passée. Voici des exemples de crudités qui sont dans l'appli que vous pouvez retrouver, qui peuvent être des crudités du quotidien comme des crudités festives. Vous avez plein de variétés de recettes que vous allez pouvoir retrouver. Et vous pouvez aussi faire très simple, c'est-à-dire prendre les légumes crus comme ça et puis vous faire un radis noir, vous faire une carotte râpée. Voilà, il y a tellement de variétés de fruits et de légumes qu'il n'y a pas de souci. Et le kiwi mangé en crudité, ça vous fait un boost de vitamine C qui en plus va vous permettre de fixer le fer que vous aurez dans votre repas après, par exemple. Vous voyez, soit vous commencez par des légumes crus, soit vous commencez par du sucré et vous cassez le jeûne. En fait, quand vous respectez la chronobiologie alimentaire et les combinaisons alimentaires, comme vous ne mangez pas du tout, vous n'avez pas du tout d'apport glucidique
de toute la matinée, vous n'avez pas du tout d'apport de sucre, eh bien, vous pouvez venir casser votre jeûne de sucre par le repas du midi. Voilà, à partir de 13 h, sans souci. On arrive maintenant à la structure du plat principal. Donc, la structure du plat principal sera sur les onglets 2, 3 et 4, sachant que l'assimilation équilibre se fait sur le 2 et le 3. Pour savoir la portion de légumes, c'est facile en fait. Vous divisez votre assiette en deux et en moyenne, ça fait votre taille en grammes. Donc, je suis désolée pour les personnes qui font 150 cm, 1,50 m. Vous mangerez moins de légumes que ceux qui font 1,95 m. Voilà, tout simplement. Et là, les légumes peuvent être cuits comme crus. Les crudivores vont rester sur le cru. Les gens qui veulent manger cuit peuvent manger cuit, puisque là, vous avez donné à votre corps le signal que vous êtes en train de manger et que vous êtes en train de nourrir vos cellules et qu'il va falloir qu'il découpe tous ces aliments et qu'il l'envoie pour la création de nouvelles cellules et l'assimilation en fait de tous les nutriments et ce qu'on appelait la micronutrition tout à l'heure, c'est-à-dire le découpage de tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, phytonutriments, etc. Donc là, c'est pareil, vous avez une quantité d'aliments, de légumes que vous pouvez consommer cuits. Par exemple, c'est très rare que les gens consomment des cardes, des aubergines, des artichauts. C'est sur la page d'après. Crus, les gens les consomment plutôt cuits. Hop. C'est pareil, on avait en plus aussi le bambou. Le bambou, c'est très rare que les gens le consomment cru. On l'a après, tous les autres légumes, moi je les consomme crus aussi, mais c'est chacun son choix. Je ne sais pas si vous connaissez le salsifis, mais on vous a mis vraiment toutes les variétés de légumes à laquelle on a pensé. Si vous avez d'autres idées de légumes que vous cultivez dans votre jardin où vous avez accès, c'est avec grand plaisir. Pour répondre à la question de Véronique, pas de mélange légumes-fruits. Non, faites bien une entrée fruits, une entrée légumes. Parce que sinon, vous allez avoir ce mélange d'acidité. En fait, ça va dépendre de la construction de votre repas après. Mais plus vous séparez, mieux c'est. Votre corps, plus vous donnez une alimentation, j'ai envie de dire simpliste et puriste à votre corps, plus il assimilera tout ce qu'il y a dans l'aliment que vous lui donnez en fait. Plus vous ferez des mélanges catastrophiques, non, pas catastrophiques, plus vous ferez des mélanges complexes, plus ce sera difficile pour lui d'assimiler les aliments. Après, vous avez tous les champignons aussi que vous pouvez cuisiner, faire cuire dans votre repas principal. Et là, on en vous a mis tout parce que effectivement, tous peuvent se faire cuire aussi. On arrive à la source protéinique. Donc, la source protéinique, là, ce qui est important à noter pour vous, c'est les quantités. Les quantités pour vous rendre compte de ce que ça fait en une assiette, en fait. Donc, ce sont des quantités maximales, d'accord? Après, si vous êtes tenté de manger moins, vous mangez moins. En général, on part surtout sur le maximum. Donc, les légumineuses, quand elles sont crues, donc on va les faire gonfler, germer. On peut manger des légumineuses crues. Eh bien, on prend à peu près 60 à 80 grammes quand on les pèse. Si maintenant, vous avez envie de consommer des légumineuses cuites, mais que c'est vous qui allez les faire cuire, il y a une règle importante à respecter, c'est que tout doit être al dente. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une réaction chimique. C'est-à-dire que lorsque l'on fait cuire une légumineuse, qu'on les fait préalablement gonfler ou pas, quand la cuisson, qu'elle soit vapeur, à l'eau, ou à l'étouffer, quand la cuisson dépasse les 20-25 minutes, je dirais quand elle arrive à la 30e minute de cuisson, eh bien, la protéine va s'oxyder, elle va se transformer
et elle va se transformer en quoi? En glucides. C'est-à-dire que votre légumineuse va devenir non plus une source de protéines à digérer en les acides aminés au niveau du corps, mais une source de glucides. C'est-à-dire que ça va vous faire un apport de sucre. Et le glucide, plus il est transformé, la protéine, plus elle est transformée en glucide, plus elle va devenir ce que l'on appelle un féculent. D'accord? C'est ce qui se passe pour la légumineuse cuite, elle devient exactement comme une céréale cuite, en fait. D'accord? C'est ce que certains appellent le féculent. Donc, légumineuse crue, germée, pourquoi pas, gonflée en tout cas. Légumineuse cuite, vapeur, eau ou à l'étouffée, maximum 30 minutes. Les protéines vertes, vous allez voir, on vous a fait une diapo avec toutes les protéines vertes qui existent. Donc, les légumineuses cuites, si vous les prenez déjà cuites, c'est votre taille en grammes au maximum. La protéine verte, c'est maximum 100 grammes parce que vous avez suffisamment de taux de protéines. Alors, ce n'est pas une question de quantité dans l'assiette, hein. C'est simplement que votre corps ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines pures à chacun de vos repas. C'est pour ça que ça ne sert à rien de manger plus de quantité. Après, c'est juste une question de volume personnel. Les fruits de mer à volonté, les poissons de 100 à 300 grammes, là, ça va dépendre plus de votre appétit et de la façon dont vous le consommez. Plus vous consommerez un aliment en conscience, plus vous serez dans le moment présent, vous aurez vraiment cette conscience d'ingérer l'aliment, moins vous en consommerez de grandes quantités. Et la viande, c'est votre taille. Donc, par exemple, on va me dire 1,70 m moins 40, donc ça fait 130 grammes. Donc maintenant, on va voir les sources de protéines. Donc vous avez toutes les légumineuses, c'est pareil, il n'y a pas de contre-indication sur telle ou telle légumineuse. C'est pas comme pour le dîner ou le petit déjeuner. Donc on va dire le déjeuner et le souper pour la Belgique. Vous avez vraiment il n'y a que la cuisson en fait qui me demande une explication particulière pour les légumineuses. Et vous pouvez toutes les manger aussi crues et germées. Sachez que quand vous faites gonfler des légumineuses pendant toute une nuit, et puis ensuite germer, plus vous augmentez la quantité protéinique, donc la quantité d'acides aminés que vous ingérerez dans la graine. Ensuite, vous avez plein de protéines vertes. Donc, le umfu, c'est de la protéine de chanvre. C'est un peu comme du tofu au goût, hein. Le kofu, c'est à base de pois chiches. Le natto, c'est une fermentation lactée de soja vert. Le nut-based, ça c'est en France, on trouve ça plutôt comme des bases végétales. Vous avez des fromages blancs de coco, des choses comme ça, mais non transformés. L'idéal, c'est de l'avoir ici maison. Dans certains pays, par exemple en Allemagne et en Espagne, on le trouve aussi vendu comme ça, cru, comme si c'était une préparation maison. Ensuite, vous avez le pois ou la protéine de soja texturée. C'est des protéines, en fait. Les pois secs ou bien les graines de soja ont été montées doucement en température, mais vraiment, c'est très doucement. C'est sur des tapis et elles sont un petit peu pour vous donner une image, alors qui va être fausse parce que pour le popcorn, on doit la monter au-delà de 180 degrés, mais là, c'est comme si vous alliez assécher la graine et qu'elle allait s'ouvrir en fait. Donc, c'est la graine pure. Donc, protéines au pois, c'est texturé. Donc, ça se cuisine exactement comme on cuisinerait du steak haché, par exemple. Donc, on le fait, moi, j'aime bien les faire gorger dans du miso ou une sauce marinée ou des choses comme ça, ou bien un bouillon de légumes. Et puis après, vous les faites revenir si vous voulez faire des plats de cuisine. Le sétan. Alors, le sétan, c'est une protéine verte, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que je vous l'ai mis en orange? Tout simplement parce que le sétan,
à part s'il est fait maison. C'est dans le commerce, vous ne le trouvez qu'à base de blé, mais même à base de gluten. Le sétan, c'est la protéine du blé, c'est du gluten pur. Et vous savez que le gluten est hautement inflammatoire et qu'il est aussi qu'il abîme, par exemple, les personnes qui souffrent de maladie de Crohn, qui souffrent de porosité intestinale ou de douleur intestinale. Donc, à éviter. Maintenant, vous pouvez aussi le cuisiner maison et faire du sétan de sarrasin, du sétan d'orge maison. Le tempeh, c'est une fermentation de grains, un peu comme le natto, avec un champignon particulier qui en font toute sa richesse. Donc là, c'est juste un bloc coupé en tranches, mais moi, j'aime bien couper des petits cubes. Et puis, donc moi, je le cuisine cru et je l'associe très souvent avec des, quand je fais on s'appelle des tacos, vous savez, avec une sauce. Voilà, c'est assez sympa comme pour remplacer, par exemple, pour les enfants qui mangent du poulet ou qui mangent des choses comme ça leur fait un substitut au niveau gustatif quand il est cuisiné de la même façon, ni vu ni connu. Le tofu ferme que l'on connaît quasiment tous, qui peut être fumé, qui peut être mariné et qui peut être soyeux. En fait, dans la découpe du soja, vous avez la graine de soja blanche que l'on fait, enfin moi je fais gonfler, germer, j'enlève la petite peau dessus. Je pourrais le transformer en tempeh quand il est à ce stade-là. Et en fait, je le fais chauffer doucement à température jusqu'à 80 degrés avec de l'eau et j'en fais un lait de soja que je fais monter comme ça tout doucement. Ensuite, je filtre et j'en fabrique du tofu soyeux avec du nigari. Quand je mélange mon lait de soja redescendu en température avec du nigari, je le transforme en tofu soyeux. Et puis après, on peut le faire sécher, en faire du tofu ferme et pourquoi pas du tofu fumé avec du paprika fumé et pourquoi pas le faire mariner. Voilà, ça vous fait plein de recettes différentes vertes, de protéines vertes, pardon. Hop là. Vous avez ensuite les poissons. Alors, les poissons sont tous autorisés. Vous pouvez tous les consommer le midi. J'ai une préférence pour les poissons maigres le soir. Le midi, vous avez encore un taux de lipase assez haut, donc pourquoi pas manger des poissons gras, même si leur heure de prédilection, c'est au petit déjeuner. Le midi, ça peut faire partie de vos repas. Pourquoi on a mis rouge, orange, vert? Tout simplement parce que ce sont des poissons qui consomment d'autres poissons qui consomment du mercure, donc ce sont les poissons les plus pollués. Voilà, on est aujourd'hui dans nos poissons sont intoxiqués. Donc, quand on mange des poissons intoxiqués, ben, on s'intoxique nous-mêmes, en fait. Donc, pour un choix de bons poissons, préférez-les pêchés en haute mer ou bio. Voilà. Même si j'aime pas spécialement le poisson bio parce qu'ils sont parqués et ça revient au même que les élevages de poissons. Les viandes. Alors, c'est pareil, les viandes, on vous les a mis en vert et orange. Elles sont bien sûr toutes autorisées le midi. Sachez par contre que toutes les viandes mises en orange, eh bien, sont tout simplement plus inflammatoires. Donc, si vous souffrez d'inflammation, c'est vraiment des viandes à éviter. D'accord? Après, les autres, sans souci, ce sont des viandes maigres. Vous pouvez les consommer, bien sûr, avec les quantités que je vous ai données tout à l'heure. Voici des exemples de repas de déjeuner dans l'appli. Donc, il y a les brochettes de tofu caramélisées, le burger de steak de poulet. Vous avez aussi une recette de burger végétal si vous le souhaitez. Curry de pois chiches aux épinards, salade de poulet à la mexicaine. Donc, c'est des compositions complètes, c'est-à-dire vous avez et les légumes et la protéine, d'accord?
Boulettes de viande légane parce qu'elles sont faites avec soit le pois, soit le soja texturé. Courgettes farcies végétariennes, mais vous pouvez aussi faire des courgettes farcies avec, pourquoi pas, de la viande de veau si vous aimez ça. Poêlée d'asperges et de champignons, pad thaï cru, Liponext, c'est une recette particulière parce que le pad thaï est rarement cru. Le burger de haricots rouges, que vous pouvez mettre aussi, vous voyez, en burger comme... Bon, là, je vous ai mis des légumes. Vous avez bien compris que dans cette structure 1, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de céréales, hein, d'accord? Allez pas me mettre du pain en petit cofacteur à côté, vous allez voir. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Les spaghettis, le tofu, la moussaka. La moussaka classique est tout à fait bonne aussi en repas dans cette structure-là. Du tofu fumé, cuisiné avec une sauce au paprika, les lasagnes d'automne, la mousse d'asperges, les quenelles de mousse. C'est ce que tu me demandais, Jess, l'autre fois. Tofu aux herbes et au citron en papillote. Ça, je peux vous dire que quand vous ouvrez la papillote, ça sent super bon. Boulettes végétariennes. Et là, vous pouvez faire une papillote de poisson et mettre une rondelle de citron sans souci dessus, puisque vous êtes dans le repas de midi, que vous avez le droit au sucre et que vous avez consommé que vous ne consommez pas de céréales et de féculents en fait dans ce repas. Et pourquoi pas des boulettes végétariennes. Donc voilà, donc on arrive à la touche du chef. Alors, la touche du chef, on aurait pu l'appeler cofacteur. On aurait pu l'appeler, comment elle m'avait mis, Pauline? Topping. Topping, voilà. Topping me plaisait pas parce que moi qui suis végétalienne, la touche du chef, en fait, c'est très souvent mon assiette toute seule. Ma source de protéines, elle est souvent ici. Mais ça peut être voilà, un petit plaisir supplémentaire dans l'assiette. Il sera parfaitement intégré, parfaitement digéré. Donc, vous avez des graines germées, toutes les graines que vous voulez, des graines sèches, toutes les graines que vous voulez, les fruits oléagineux, vous savez, on va voir en photo, les algues, les herbes aromatiques, les épices, un petit peu d'huile ou de sauce et quelques condiments que vous pouvez mettre. Donc, on arrive à la finalité. Donc, voilà, on vous a mis des exemples, mais en fait, il y en a à foison. Si vous regardez, vous avez une abondance d'alimentation. Les graines germées, il en existe des quantités phénoménales. Même si on commence tous par faire germer nos lentilles, comme à l'école, il y en a plein. Les graines sèches, c'est pareil, il y en a plein. Des châtaignes, des graines d'anis, l'amarante, du chanvre. Et il y en a qui sont beaucoup plus riches en acides aminés que d'autres. Et il y en a qui sont plus riches en oméga 3, d'autres en oméga 9. Voilà, c'est énorme. Elles ont toutes des vertus qui vont faire beaucoup de bien dans vos repas et qui donnent un petit côté croquant quand vous faites, par exemple, une soupe ou une purée, des choses comme ça. Voilà les fruits oléagineux. Donc là, vous pouvez voir, contrairement au dîner ou au petit déjeuner, ils sont tous autorisés. Tout est au vert. Vous avez un choix énorme. Et les algues. Alors les algues, c'est pareil, il en existe une grande quantité. L'agar-agar se cuisine chaud. C'est très rare qu'on consomme les filaments d'agar-agar crus. La chlorella se consomme beaucoup plus en complément alimentaire qu'en petites pastilles d'eau comme ça. Mais si vous allez faire un jour un séjour en comment, dans des bassins, etc., vous verrez que ça se mange aussi comme ça. Mais c'est tellement tout petit, ces petites billes, c'est des petites perles, ça fait des toutes petites pastilles comme ça en surface d'eau. La dulce, elle se ramasse sur les plages de Bretagne. Le haricot de mer, c'est pareil, de toutes les plages du Nord et de l'Atlantique, vous pouvez y aller. Le clamat, alors, méfiez-vous du clamat cuisiné, sous vide, etc. Parce que très souvent, ils mettent des cochonneries dedans, voire du sucre. Et franchement, vaut mieux le manger naturel comme les salicornes.
Ça se cuisine très, très bien soi-même. Un petit peu d'huile, quelques graines de sésame et vous avez un klamat extraordinaire. Le kombu, moi, je le cuisine plutôt cuit. Par exemple, dans des lentilles, vous faites cuire, par exemple, dans un bouillon, vos lentilles 15 minutes, 16 minutes, et vous mettez des feuilles de kombu à l'intérieur. Vous avez l'impression de manger. Alors, je sais pas si c'est. Alors, surtout si vous prenez des lentilles beluga, vous avez l'impression de manger, je vais être présomptueux si je dis du caviar, mais des œufs de lompe. Vous savez, quand j'étais pas encore végétalienne, j'aimais bien les petits œufs de lompe sur des toasts de. Et ben voilà, quand vous cuisinez vos lentilles avec le kombu, ça vous donne ce côté-là un petit peu, les petites billes croquantes de salé et au goût de mer. La laitue de la mer, ça se consomme aussi cru. Le laminaire, pareil, cuit ou cru au choix. Le nori, vous savez ce que c'est? On l'utilise pour faire pas des sushis, mais non, des makis, oui, c'est comme ça qu'on dit. Des salicornes. La spiruline, pareil, soit en paillettes, soit en poudre, soit en complément alimentaire. Et le wakame, qui, pareil, c'est comme le klamat. Méfiez-vous de ceux qui sont vendus sous vide, où on met souvent du sucre dedans pour adoucir le goût marin. Toutes les herbes aromatiques, vous pouvez y aller à fond, même la menthe le midi. Si vous êtes vraiment en crise d'inflammation, évitez-la. Mais sinon, le midi, elle passe très bien. Vous allez pouvoir l'assimiler pleinement et elle ne vous fera pas de montée d'inflammation nocturne quand vous la prenez le soir ou le matin. Et on est dans le mois de la cueillette de l'origan. L'origan, il aide à respirer, l'origan, il aide à libérer les poumons. Donc, faites vraiment une cure d'origan en plein automne, c'est parfait. Et puis le thym pour le foie. Préparez votre foie aux fêtes de Noël. Faites une cure de thym maintenant. Les épices, vous pouvez y aller tant que vous voulez aussi. Sans souci, vous avez le choix sur toutes les épices. Les plus aidantes au niveau inflammatoire, ça va être le curcuma. Et les plus inflammatoires, ce sera la baie de Genièvre. Si vous êtes en crise, à éviter. D'autres épices, curry, estragon, fenouil, voilà, gingembre. La graine de moutarde, c'est pareil, à éviter si vous êtes en crise inflammatoire, parce qu'elle va provoquer une petite poussée acidifiante. Et tout le reste, c'est parfait. Alors, les piments, on a remis en orange ceux qui sont inflammatoires, en fait. Tout est autorisé le midi, mais vraiment, si vous êtes en crise d'inflammation, c'est à éviter. D'accord? Préférez le piment d'Espelette si vous aimez les choses qui sont un peu relevées. Et toujours préférez aussi le poivre blanc que le poivre noir. Surtout si vous consommez du curcuma, vous allez pouvoir bénéficier de ces effets anti-inflammatoires. Les huiles. Alors, on vous a séparé les huiles en huile crue, huile chaude. Et là, on est principalement sur les huiles crues. Pourquoi est-ce qu'on vous a mis des huiles en vert et des huiles en orange et des huiles en rouge? Tout simplement parce que les vertes sont riches en oméga 3, oméga 7, oméga 9. Okay. Alors, l'huile de coco est consommable crue. Elle a des vertus oméga 9, mais pas d'oméga 6 ni d'oméga 3. Par contre, l'huile de chia, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de cameline sont des huiles qui sont riches en oméga 3 et en oméga 9. Les huiles d'arachide, les huiles d'argan, de cartame et de germe de blé et de maïs sont des huiles qui ont un taux d'oméga 6 beaucoup plus élevé
que leur taux d'oméga 3 et donc qui vont faire basculer la balance en catastrophe corporelle. Vous allez vous retrouver avec des douleurs dans les articulations, vous allez vous retrouver avec des douleurs dans la nuque, les épaules, etc. et avec des contractions musculaires. Si vous consommez des huiles riches en oméga 6, vous allez flamber. Et l'huile d'avocat, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en orange? Parce qu'en fait, ça dépend de sa qualité. Si vous trouvez une huile d'avocat crue, pressée à froid, et non pas première pression à froid, c'est parfait, régalez-vous. Par contre, si c'est juste première pression à froid, méfiez-vous, ça veut dire que la suite de la pression a été chauffée. Donc, vos bonnes huiles virent en oméga 6, donc inflammatoires. On est toujours dans les huiles crues. L'huile de noisette, l'huile de foie de morue, l'huile d'olive sont des huiles qui sont parfaites pour le cru. Et là, pareil, tournesol, raisin, sésame, qui très souvent est grillé, soja, ce sont des huiles qui ont un rapport oméga 6, oméga 3 nocif pour votre corps. L'huile de noix, c'est en orange simplement parce que limitez, ne consommez pas que des huiles de noix. De toute façon, je vous conseille vraiment de varier vos huiles. Ce sera tellement meilleur pour votre santé et vous aurez les bénéfices de plein de choses. Donc là, on était dans les huiles crues, c'est-à-dire les huiles qui vont vous servir à assaisonner vos crudités, à mettre en filet sur vos légumes quand ils ont été cuits ou sur votre viande ou votre poisson quand ils sont en fin de cuisson. Et maintenant, les huiles que l'on peut faire chauffer. Vous pouvez faire chauffer l'huile d'olive, mais sachez que son point de fumée est à 180 degrés. Donc, évitez de le faire surchauffer. Ça ne doit pas fumer, d'accord? Et elle a tellement plus de vertus quand vous la mettez, vous faites cuire vos légumes à la vapeur si vous avez envie de légumes cuits, et puis vous mettez un filet d'huile d'olive à la fin, ou vous faites cuire vos pois chiches pour faire un houmous. Vous broyez vos pois chiches cuits vapeur et vous mettez votre huile d'olive après. C'est tellement plus bénéfique. L'huile de coco, tant décriée, monte à très forte température et elle est bonne pour le corps. Pourquoi? Parce que les graisses saturées de l'huile de coco, donc oui, ici vous avez que des graisses saturées. Il n'y a que l'huile d'olive qui n'a pas des graisses saturées. L'huile de coco a des graisses saturées à chaîne moyenne, comme la graisse de canard, comme la graisse d'oie. Le fait que les graisses de ces graisses-là soient à chaîne moyenne, eh bien, elles ne vont pas aller se loger dans vos articulations ou dans vos muscles ou dans votre chaîne abdominale pour créer de l'inflammation. Donc, elles ne sont pas inflammatoires et elles sont assimilables et digestes. La graisse de bœuf, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans les pays d'Afrique du Nord, on consomme beaucoup de graisse de bœuf au niveau de la cuisine. Elle supporte les hautes températures. Dans le nord de la France, par exemple, quand on va dans une friterie, eh bien, les frites sont cuites dans la graisse de bœuf. Super. C'est la meilleure des huiles qui supportent la haute température, donc elles ne seront pas cancérigènes. OK? Le seul souci, c'est que la graisse de bœuf, c'est inflammatoire. Mais il vaut mieux craquer pour une barquette de frites cuites à la graisse de bœuf que de craquer pour une barquette de frites cuites dans la graisse de tournesol ou dans des choses comme ça qui, là, vont vous faire flamber vont vous mettre votre inflammation à plus haut niveau. Ensuite, on est dans les condiments. Alors, les condiments, la saugenaise, surtout si elle est maison, parfait, parce qu'elle fait partie des neutres et donc vous pouvez l'assimiler à la viande sans souci. Les huiles aromatisées, si dedans il n'y a pas de vinaigre, c'est parfait, vous pouvez y aller aussi. Tous les autres sont des acides que l'on va éviter au contact notamment de la viande
du poisson. Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise avec le citron sur le poisson. Ça passe, mais on va l'éviter. Ce sont des acides. Donc, la réaction acide, vous savez, ça fait exactement la même réaction que si vous mangez vos agrumes et que tout de suite derrière, vous mangez votre viande. L'assimilation des deux va vous empêcher de digérer et surtout d'absorber, en fait, parce qu'on mange pour être en pleine forme. Donc, si on mange juste pour se remplir et puis après l'évacuer, ça ne sert à rien. Autant bien combiner et puis profiter de tout ce que nous apporte l'alimentation. Les condiments numéro 2, le miso, que ce soit un miso d'orge, un miso de soja, un miso de riz. Vous pouvez, enfin, oui, le riz, on va éviter, mais en miso, en transformé, ça passe. Par exemple, si vous voulez faire un bouillon de miso pour faire gonfler votre protéine verte, vous savez, les protéines de soja ou les protéines de pois, c'est super bon après au goût. Le soja salé, parfait. Les autres, trop acides et ou sucrés, et à ce moment-là, ce n'est plus bon. Vous avez du sucre dans les sauces industrielles, vous avez du sucre dans le wasabi, et vous avez du sucre dans la sauce soja. Les autres sont des acides. Et on arrive à la fin de notre structure. Donc ça, c'est pareil, si vous voulez faire une photo, vous pouvez. Vous avez le récapitulatif de tout, sachant que le dessert, si vous n'avez pas mangé de fruits en démarrage de repas et que vous avez pris une crudité de légumes, d'accord, il est obligatoire. Vous devez finir par une note sucrée. Sinon, vous aurez une mauvaise nuit. Parce que vous devez mettre dans votre corps, à partir de 13 heures, une dose de sucré. Impérativement, que ce soit par les fruits ou par le dessert qu'on va vous donner. On finit pas son repas de midi par une note salée si on n'a pas pris de sucre après 13 heures. Maintenant, pas n'importe quel dessert. Et je vais vous expliquer lesquels. Si vous voulez faire monter votre sérotonine et votre mélatonine pour après avoir un bon sommeil la nuit, il est impératif d'avoir un dessert et d'avoir une note sucrée dans le repas de midi. Alors, je rebascule aux fruits. Alors là, vous allez me dire, mais alors, c'est incompréhensible, tu nous fais manger les fruits en entrée parce qu'il faut qu'ils soient digérés et après tu... Mais ce n'est pas n'importe quel fruit. Ce sont uniquement les fruits à pépins. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en pectine. Et là, vous pouvez prendre note de ces 6 fruits. C'est les seuls que j'ai trouvés qui soient vraiment... Ah, oui, si on a mis le coin. Qui soient très riches en pectine et donc qui correspondent à cette catégorie-là. Vous savez, la pectine, c'est ce qui fait que quand on fait de la confiture, le sucre qu'on met dedans va avec le jus du fruit faire une gelée, le côté gélifiant. Et donc là, en fait, tous ces fruits-là, quand ils vont arriver dans votre estomac après avoir mangé, ils vont arriver dans un milieu très acide. Parce qu'en fait, votre pancréas, tous vos organes ont envoyé énormément d'acidité dans l'estomac pour pouvoir le digérer. Eh bien, vous allez en fait avoir une réaction chimique. On est encore dans la chimique comme a dit tout à l'heure Pauline. Et donc, vous allez pouvoir les consommer en plénitude parce que ça va venir faire un espèce de pansement en fait gastrique et vous terminez la digestion avec bonheur. Tous les sucres autorisés dans vos desserts, ce sont ceux-là. Et c'est toutes des alternatives en fait. Si vous avez une recette où vous avez 100 grammes de sucre blanc, eh bien, vous mettez 100 grammes de dattes, vous allez avoir un dessert sucré. Le miel, s'il vous plaît, ne me le cuisez pas. D'accord? Le miel, c'est pour les desserts crus. Si vous voulez prendre au dessert quelques noix d'Amazonie ou des noix de pécan ou des oléagineux et mettre du miel dessus et les croquer comme ça à la croque comme des bonbons,
c'est parfait. Dessert autorisé. Le Miscavido, c'est comme le Rapadura. On aurait presque pu mettre les deux sur la même slide. C'est de la canne à sucre simplement râpée. Le Muscavido a un petit goût de réglisse. Le Rapadura a un goût plutôt neutre. C'est des sucres qui n'ont pas été cuits, qui n'ont pas été caramélisés, qui n'ont pas été brûlés. Donc, des sucres crus. La poire, c'est pareil. Dans un dessert, vous enlevez votre quantité de sucre blanc et vous mettez une poire. On est en pleine saison. Vous allez y voir que du feu. Même peut-être vous trouverez le dessert trop sucré par rapport à d'habitude. Le sirop d'érable, qui peut être... Ah, on a mis deux, parce que ça, c'était agave. On s'est planté, Pauline, je pense. Une coquille supplémentaire à modifier. Donc, le sirop d'érable, la stevia, c'est de la feuille. Alors, faites attention si vous achetez de la stevia en poudre, qu'elle soit bien verte, que ce soit juste de la réduction de feuilles et pas de l'extrait de stevia ou du mélange aspartame stevia. Vraiment, rester dans la pureté du produit. C'est catastrophique ce qu'ils vendent dans les supermarchés et même dans les magasins bio. J'ai déjà vu aspartame et stevia mélangés en poudre blanche. Le sucre de coco, c'est pareil, c'est un sucre cru. Le xylitol, c'est du jus de bouleau, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça se ramasse au pied du bouleau avec une petite paille. C'est un peu trouble. C'est très, très sucré. Et le yacon, c'est plutôt vers les pays d'Amérique du Sud. C'est un tubercule, c'est une racine qui est très, très sucrée. Donc, quand elle n'a pas été caramélisée, brûlée, etc., vous pouvez la consommer sans souci. Et voilà des exemples de desserts. Donc, vous avez tout ce qui est pommes au four, pommes farcies. À imaginer, vous prenez une pomme, vous prenez des noix ou des amandes ou de la purée d'amandes, mettez de la cannelle, mettez un peu de sirop d'érable, vous mettez au centre de la pomme, vous mettez au four. Ça va être dégoulinant de bonheur. De la pâte de coin. Moi, j'aime bien faire des bouchées en fait, ça vous fait comme des... On a cherché une photo, hein, Pauline, mais j'en ferai comme ça. Je suis sûre qu'on aura la recette dans l'appli. Vous faites des macarons d'amande, en fait, et à l'intérieur, vous mettez une bouchée de coin. Ça vous fait un duo croquant-fondant. C'est extra comme dessert. Des puddings de chia avec un lait que vous avez fait vous-même. Et là, je vous propose de venir sur l'atelier du 1er novembre parce que vous allez découvrir des nouvelles choses. Avec simplement un peu de miel cru dessus. Des poires cuites. Ça peut être, pourquoi pas, une poire au vin. Ça peut être une poire caramélisé ou dans son jus avec des noisettes, avec des épices. Vous avez le droit à plein d'épices. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont diabétiques. Chaque fois que vous mettez de la cannelle ou de la bardane la bardane, c'est les petites étoiles, là. De l'anis étoilé. Dans les cuissons de vos fruits de fin de repas, donc notamment les fruits à pépins, eh bien, vous avez en fait, votre corps va réguler la glycémie pour emmener le sucre tout doucement dans votre sang. Donc, les diabétiques n'ont pas de grimper si vous cuisinez avec de la cannelle. Le kaki. Alors, le kaki, on est en pleine saison. Vous pouvez en manger à foison là jusqu'au mois de janvier. Ceux qu'on trouve en ce moment sont assez durs parce qu'ils ont été cueillis avant maturité. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait mûrir un kaki? Qu'est-ce qui fait mûrir le kaki? Est-ce que c'est le soleil d'automne? J'ai pas de réponse. Pauline, j'ai des réponses dans le chat? Non. Non. Vous voulez la réponse? Oui, Laurence, elle sait. Super. Le gel. Vos kakis sur les arbres dehors ne sont mûrs qu'à partir du moment où vous avez eu plus que
45 minutes de gel pendant la nuit. Donc, les premières gelées, si elles durent plus de 45 minutes, votre arbre à kaki, vous pouvez aller le cueillir au petit matin. Parce que là, tous les kakis seront mûrs. Donc, quand vous ramassez des kakis qui sont tombés par le vent et qui sont durs comme du bois, ou que vous allez acheter des kakis qui sont durs, eh bien, pour les faire mûrir, vous les mettez tout simplement une nuit au congélateur. Et le lendemain, ils sont tous mûrs et divins. Mais je vous assure, ils sont mûrs à souhait. Et l'autre avantage, c'est qu'en les mettant dans le congélateur, vous avez des kakis cuits par le gel. Donc, vous avez votre dessert parfait. Donc là, vous avez remarqué, c'est tout des desserts avec des fruits cuits. Hein. Fruits à pépins cuits. C'est important de noter ça. Hein. On ne mange pas de fruits crus en dessert. Allez, on passe à la structure 2. Donc, la structure 2, crudité, fruits, vous avez compris, je pense que je ne reviens pas dessus, c'est la même. Même politique. D'autres exemples de crudité qui sont dans l'appli. On passe à la structure de les légumes. Les légumes, c'est pareil, c'est comme dans la structure 1, tous les légumes sont autorisés, cuits ou crus. La nouveauté, c'est là. Ça vient dans le 3 et dans le 4. Là, on bascule sur un apport protéinique différent. C'est-à-dire qu'on bascule sur des protéines dites féculents, plus cuites. Par exemple, si vous achetez un bocal de pois chiches, un bocal de haricots rouges, ils ont été apertisés, ce qui veut dire qu'ils ont été montés à plus de 150, 200 degrés et qu'ils ont cuit au moins 40 minutes. Waouh, Véronique, passe la frontière. Donc, les légumes sont devenus des féculents parce que la cuisson a transformé, vous avez compris tout à l'heure, le taux de protéines, vraiment de la. Enfin, oui, on a converti le taux de protéines en taux de glucides, d'accord? Donc là, on est sur du féculent. Les légumes féculents, c'est votre taille en grammes. Vous faites 1,70 m, vous pouvez consommer 170 grammes de pois chiches, de haricots rouges, de tous les légumes féculents qu'on va voir juste après. Toutes les céréales sans gluten, parce que le gluten, c'est hautement inflammatoire et vous avez compris que ça fait de la colle sur les intestins. Quand elles sont très cuites, eh bien, vous les pesez à cru. Et les graminées. Alors, pourquoi je vous parle des céréales, des féculents et des graminées là? Parce que vous allez voir que ce sont des choses que l'on retrouve dans ce que l'on appelle communément, pourquoi ça ne veut pas, voilà, des pâtes. Oups là, j'étais un peu vite. Excusez-moi. Donc, les légumes féculents, c'est essentiellement les légumes racines. Donc, vous avez l'igname, vous avez le manioc, qui est très sucré. Alors, Pauline, elle nous a mis tapioca en dessous parce qu'elle ne savait pas que le tapioca, c'était du manioc râpé. Donc, peut-être que dans le groupe, il y a des gens qui ne savent pas que le tapioca, c'est du manioc. Comme ça, vous êtes tous au courant. La patate douce, la pomme de terre, toutes les pommes de terre qui existent, hein, les noires, les bleutées, etc. Et les topinambours. Tout ça, ce sont des légumes féculents qui, une fois qu'ils vont être cuits, vont créer de la fécule dans votre corps. Donc, on ne peut pas associer, et là, on est dans la combinaison alimentaire, à tout ce qui est protéines animales. OK? Vous avez, c'est les aliments qui contiennent le plus de protéines au niveau des légumes racines. Et pour vous donner une idée, c'est tous des légumes qui peuvent être achetés sous forme de farine, en fait. Ça va vous permettre de mémoriser. Quand vous êtes devant un légume, vous ne savez pas si c'est dans la catégorie féculent ou dans la catégorie légumes, fibreux, eh bien, vous dites, est-ce qu'on en fait de la farine? On fait de la farine de patate douce? Oui, donc c'est un légume féculent.
On fait de la farine, de la fécule de pomme de terre? Oui, donc c'est un féculent. D'accord? Les céréales, c'est pareil, on fait des farines avec toutes les céréales. Donc les céréales, ce sont toutes des féculents. Pourquoi je vous ai mis du rouge sous certaines? Tout simplement parce qu'elles sont inflammatoires et qu'elles contiennent du gluten. Donc, à éviter si vous avez un taux d'inflammation. Mais par contre, vous pouvez les consommer si vous n'avez pas d'allergie. Franchement, le gluten, c'est pas terrible, hein. Mais voilà. Et puis, vous avez d'autres choix, hein. Il y a plein d'autres choix, hein. Moi, j'adore faire ma semoule de teff ou de sarrasin. En fait, quand je les cuisine, je pars toujours de mes céréales entières, hein. Mais après, on n'a pas tous le temps de partir des céréales entières. Les graminées. Alors, est-ce qu'il faut que je précise? Les châtaignes, on les a mises tout à l'heure dans les oléagineux, Laurence. Pauline, est-ce que tu veux que j'explique la différence entre un graminé et une Non, pas céréale? forcément. Sur Bon, le... Enfin, d'accord, je l'expliquerai la semaine prochaine plus précisément. Ça marche. Ok, donc là, c'est pareil, vous avez tout du vert partout. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le ribomba et le japonica en orange? Tout simplement parce que ce sont des riz cols. C'est des petits riz ronds. Euh, L'arborio, j'avais dit que je vérifierais, mais il me semble qu'il est pareil. Ce sont des riz, on peut faire des riz gluants, on peut faire des risottos avec, c'est des riz qui collent. Donc, faire très attention à la cuisson. Mais bon, on peut se l'autoriser quand même une fois par semaine, hein, pourquoi pas si on est amateur. Structure 2. Toujours dans la structure 2, les protéines vertes. Ce sont les seules protéines pures associables aux féculents. Toutes les autres, bannissez-les. Donc, protéines vertes, on avait dit, maximum 100 grammes par assiette. Les légumineuses crues et les légumineuses cuites al dente. Là, on est dans la cuisson d'al dente. Si vous les cuisez plus, qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera pas une source de protéines, ce sera une source de féculents, donc de glucides. OK? C'est pour ça qu'on vous les a séparés, parce qu'on aurait pu mettre les légumineuses ici. Mais si vous les voulez en apport de protéines, al dente. Après, si vous vous faites une plâtrée de légumes féculents, de pâtes de pois chiches, de pâtes de lentilles, de pâtes de et qu'elles ne sont pas al dente, bon, bah, vous savez que ce ne sera pas un apport en protéines. Voilà quelques exemples de repas. Bruschetta verte, d'accord? Pas de tomate, pas d'acide avec votre pain. Et là, on peut manger le pain avec la croûte et ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on est le midi, on a le droit au sucre. Une paella, attention, végétarienne. Pas de fruits de mer, pas de protéines animales, pas de poulet. D'accord? C'est le riz qui va faire votre apport en protéines. Vous pouvez mettre des algues si vous voulez. Ça va vous faire aussi votre apport en protéines. Ici, une tourte de pommes de terre champignons. Si vous suivez un peu la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo d'une recette de pâte feuilletée sans gluten. Et ben, si vous prenez cette pâte feuilletée, qu'à l'intérieur, vous mettez une couche de champignons, une couche de pommes de terre que vous avez cuite au préalable, ça va vous faire un super repas de fête ou de famille avec une crème végétale, c'est parfait. Un bourguignon de champignons, un chili sin carne. Là, c'est l'association riz, haricots rouges, etc., qui va vous faire votre rapport complet, sachant que si vous avez de la viande dans votre chili, vous ne mettez pas de riz, hein, d'accord? On bascule en structure 1. Faites bien la différence entre les deux. Des tacos de légumes, donc là, c'est la galette qui est faite avec soit de la farine de pois chiches, soit, ça dépend si vous les faites maison ou si vous les achetez, et des légumes à l'intérieur. Il n'y a pas d'association fécule, protéines animales. Donc, digestion parfaite, assimilation parfaite.
des galettes de sarrasin aux légumes, des burgers végétariens, forcément. Là, vous avez un steak de haricots rouges, par exemple. Des pizzas végétariennes. Alors, même pas végétarienne, là j'ai envie de dire végétalienne, mais si vous voulez mettre du fromage dessus, c'est sans souci. La tortilla de tofu qui est dans l'appli, le couscous végé. Alors, un couscous végé sans gluten, c'est quoi? Eh bien, c'est un couscous sans blé, parce que vous savez que la semoule, qu'elle soit fine, enfin peu importe la taille de la semoule, que ce soit du boulgour ou du blé, c'est du blé. Vous pouvez faire du couscous avec, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, moi, je fais avec du teff, mais on peut faire avec du sorgho, on peut faire avec du sarrasin, de la semoule de sarrasin. Éviter les semoules de riz qui sont raffinées et c'est pas top. Et qu'est-ce que j'ai déjà vu comme semoule sans gluten? Je me suis dit, les semoules de maïs. Franchement, elles sont pas terribles, les semoules de maïs. Préférez le grain de la polenta parce qu'il y a moins de transformation. Et pourquoi pas des pâtes de pois chiches avec une sauce pesto. De toute façon, toutes les sauces vertes, vous pouvez y aller avec vos pâtes sans souci. Et la touche du chef, et ben, par-dessus les plats, vous mettez un peu de graines germées, un peu de graines, les fruits oléagineux tant que vous voulez, des algues. Si vous avez vu passer dans l'appli, je ne sais plus si je l'ai mis, cette semaine, c'est cette semaine que je me suis fait une plâtrée de haricots de la mer. C'était que mon assiette. Et Pauline me dit, mais si, les algues, c'est du topping, c'est que du plus. Je dis donc ce midi, j'ai mangé que du topping. Ah oui, j'avais fait des algues avec un pesto d'ortie, ou je sais plus ce que j'avais fait. Voilà, les herbes aromatiques, les épices, les huiles, les condiments, c'est exactement le même touche du chef que dans la structure 1. Et là, la différence, elle vient des desserts. Parce que, comme pour la structure 1, si vous n'avez pas mangé de fruits là, le dessert est... Ah non, d'abord, il y a les condiments. Oups, moi, j'étais déjà passée au dessert. Alors, dans les condiments, vous avez des... Comme il n'y a pas de protéines animales, vous pouvez ajouter en autorisation le ketchup à ce que vous aviez avant et le soja sucré. Donc ça, c'est la structure 2. D'accord? Voilà. Et on arrive au dessert. Donc, si pas de fruits en, dessert, en entrée, dessert obligatoire. Et là, le dessert, comme vous avez eu des féculents ici, vous imaginez bien que c'est un dessert permissif. C'est-à-dire que vous avez le droit de manger ce que vous avez envie s'il n'y a pas de fruits crus dedans. Gâteau de patates douces, muffins de pistache, brioche, galette des rois, cookies. Ça, c'est des cookies, mais ça peut être aussi du gâteau à la carotte, marbré, beignet au chocolat, nonette, madeleine au thé matcha, mousse au chocolat, végétal, hein, d'accord? Pas d'œufs, hein, pas de protéines animales. Avec les féculents, jamais de protéines animales. C'est vraiment la notion que vous devez retenir au niveau association. Pourquoi pas un pudding de chia avec la compote de pommes, la cannelle, etc. Mais ça peut se faire aussi avec des poires, ça peut se faire aussi avec les crêpes véganes. Et voilà, j'ai fini ma partie. J'espère que vous vous êtes régalés. Peut-être j'ai deux, trois questions à répondre, donc je vais